S'expatrier au Canada, grande aventure ou parcours du combattant. Une installation outre-Atlantique s'accompagne en tout cas d'une série de démarches à effectuer afin d'atterrir en douceur dans ce nouveau monde. Quelles sont les procédures pour louer un logement? Comment bien s'intégrer? Quels sont les documents administratifs à fournir à son arrivée? Quid du permis de conduire et de l'achat d'un véhicule? Quel coût de la vie? Cette émission vous fournira toutes les informations nécessaires sur les multiples facettes de la vie quotidienne au Canada. Si vous souhaitez passer par la location plutôt que par l'achat d'un logement à votre arrivée, il vous faudra fournir plusieurs documents. Premièrement, pensez à prendre dans vos valises des preuves d'emploi que vous avez eues en France, telles que des fiches de paye, mais aussi de votre embauche au Canada. Deuxièmement, votre preuve de visa de travail. Troisièmement, une lettre de recommandation de votre ancien propriétaire et ou de votre banque, stipulant que vos comptes et paiements ont toujours été à jour, est également bien considéré. Alors quand on veut louer un bien, donc normalement tout propriétaire a le droit de faire une enquête de solvabilité de son locataire, donc il a le droit de le choisir et simplement avec l'accord du futur locataire bien sûr, qui fournit ses noms, prénoms, date de naissance, le propriétaire peut savoir si le locataire a eu des antécédents où il n'a pas payé, s'il a un mauvais historique bancaire. Donc tout propriétaire a le droit, avec accord donc, du futur locataire, de faire cette enquête de crédit, on va dire, et après de choisir s'il lui loue le logement ou pas. On ne demande pas de caution, par exemple. Donc ici, on peut rentrer dans un appartement, on paye le premier du mois pour le mois au complet, mais on n'a pas de caution, comme en Europe, de 2 ou 3 mois pour garantir éventuellement tout bris ou pour couvrir des frais à la fin du loyer. Donc le fait qu'on demande un historique de solvabilité est en corrélation avec le fait qu'on ne demande pas de caution. Si vous êtes étudiant, le propriétaire pourra, comme en France, exiger un garant. Bon à savoir, beaucoup de Canadiens déménagent au 1er juillet, donc la plupart des logements sont sur le marché à cette époque de l'année. Sachant cela, ne vous y prenez pas 2 semaines avant, car ils seront déjà tous repris. Commencez à prospecter bien 3 mois à l'avance. Un autre conseil bien avisé, engagez un agent immobilier, allié indispensable, d'autant qu'il est plus ou moins facile de trouver un logement selon votre province de destination. Montréal, le taux de vacances est de 12%. Donc oui, c'est facile de trouver un logement. Si on va en région un peu plus éloignée, alors là, parce qu'il manque d'investisseurs, on n'arrivera pas à trouver de logement aussi facilement. Côté coût, une location à Montréal ne variera pas beaucoup entre un appartement, un condo ou une maison, sauf standards irréguliers. À Montréal, je dirais pour un studio, on est dans les 950 $ canadiens. Et pour le 2 chambres, on est autour du 1500 1600 $ canadiens. Le 3 chambres est très très rare dans les grandes régions. On en retrouve plus, exemple à Vancouver et Toronto, où là les coûts sont quand même plus importants. Un studio, on part à peu près à 1100 $ canadiens. On va chercher jusqu'à les 1700 2000 $ par mois. Tout dépendra donc de la taille de l'appartement choisi et surtout du quartier et des services qui y sont présents. Par exemple, si vous serez proche des transports en commun. Une certitude cependant, en centre-ville, les loyers seront plus chers. Pour une maison au Québec,
Tout dépendra également de votre secteur de prédilection. Les loyers oscillent entre 1500 et 5000 dollars canadiens. En cas de location en semi-meublé, c'est-à-dire avec les électroménagers de base tels que cuisinière et réfrigérateur ou meublé, les conditions et tarifs devront être stipulés dans le contrat. Côté charges, il vous faudra rajouter le coût de l'eau, de l'électricité, du téléphone. À savoir, les annonces d'un logement chauffé ou non chauffé signifieront que les coûts du chauffage seront compris ou non dans le loyer. Et pour ce qui concerne l'eau, en fait, c'est un service dans les municipalités qui est déjà là. Si vous êtes locataire, généralement, la taxe d'eau va être incluse dans votre loyer. Et sinon, ils vont vous rajouter une petite surprime, mais c'est vraiment pas cher comme taxe d'eau. Et puis, à part ça, les frais qu'on va vous charger autrement, il y en a très peu. Quelquefois, il va y avoir les frais de déchets qui vont être ajoutés, mais les lois sont très strictes au niveau de la location ici au Canada. On ne peut pas charger de dépôt de garantie, on ne peut pas se prémunir contre les pertes de loyer ou ces choses-là. Côté coût, comptez en moyenne 100 dollars canadiens par mois d'électricité pour un appartement, 250 dollars pour une maison, environ 120 dollars pour un forfait internet, TV, téléphone fixe avec les grands groupes tels que Bell ou Vidéotron. Une fois installé, pas d'obligation particulière à remplir, à moins qu'elle ne soit spécifiée dans votre bail. Vous devrez bien sûr garder le bien immobilier propre et payer votre loyer tous les mois dans les délais. Dans le cas contraire, le propriétaire pourra, au bout de 21 jours, se prémunir d'un avis obtenu auprès de la régie des logements afin de récupérer son logement. À noter, spécifiez bien si vous possédez un animal de compagnie, car certains propriétaires refusent de louer à des personnes ayant chien ou chat. D'autre part, pensez à souscrire à une assurance habitation, évidemment très important. Et là, je vais faire une parenthèse sur le fait que très peu de locataires sont assurés et c'est dommage. Et les 3 raisons principales sont souvent une méconnaissance, pensant que le propriétaire les protège automatiquement, un manque de fonds, tout simplement, on n'y croit pas. Par contre, dans les copropriétés, là, on a un marché différent, c'est une obligation. Donc, le syndicat de copropriétaires va exiger d'avoir une preuve d'assurance. De par ce fait, le propriétaire devra obtenir une preuve d'assurance. L'assurance locataire comporte au Canada 2 volets. La responsabilité civile, qui permet de couvrir le locataire en cas de poursuite judiciaire ou de mise en demeure s'il est accusé d'avoir causé des dommages matériels ou corporels. Je donne un exemple simple. Si toutefois, par mégarde, vous mettez le feu dans l'appartement où vous habitez ou il y a eu un dégât des eaux qui vient par exemple de chez vous, bien sûr, ce sinistre va toucher le bâtiment et éventuellement les biens des autres locataires de l'immeuble. Dans ce cas, ce qui arrive, c'est que l'assureur, votre assurance, donc votre responsabilité civile va venir indemniser et le propriétaire de l'immeuble et bien sûr les autres locataires qui sont dans l'immeuble avec vous. L'autre volet de l'assurance locataire concerne l'assurance de vos biens pour un montant déterminé par vous-même et qui vous couvrira en cas de sinistre. Enfin, il existe également les frais de subsistance. Il peut arriver qu'on habite à un endroit et que les autorités nous demandent d'évacuer pour une raison X ou Y, ou simplement il y a un sinistre dans l'appartement et qu'on ne peut pas y rester. Dans ce cas, nous, donc l'assuré et sa famille, peuvent juste aller à l'hôtel et votre police d'assurance, votre contrat d'assurance va payer tout ce qui est frais supplémentaires reliés à ce déplacement-là. Des protections plus spécifiques, répondant aux besoins de chacun et notamment de collectionneurs possédant des objets de grande valeur sont également possibles. Côté tarif, comptez sur Montréal, zone parmi les plus tarifées, entre 25 et 50 dollars par mois en moyenne. Pour 30 dollars, vous serez assuré à hauteur de 10 000 dollars en responsabilité civile, à 9 en tout risque. Pour ce qui est de la réglementation, sachez qu'au Canada, chaque province possède son propre fonctionnement encadré par l'autorité des marchés financiers et que vous pouvez consulter sur le site www.l'autorité.qc.ca. Les contrats d'assurance sont renouvelables tous les ans, automatiquement. Il est possible de les résilier en fin d'année ou en cours de terme, bien évidemment. Outre la location, vous pourrez également procéder à un achat de biens immobiliers. L'émission Immobilier de ces 24 heures chrono de l'International Spécial Canada sera consacrée à ce sujet.
bien s'intégrer, il est vital de bien se renseigner sur le pays avant le départ. Prenez contact avec des locaux ou encore des alumni ayant déjà fait l'expérience de l'expatriation au Canada. Un voyage exploratoire est également une excellente idée, notamment en hiver, car cela vous permettra de vous faire une idée concrète de la vie sur place. Pendant ce voyage, dormez chez l'habitant, calez des rendez-vous avec des professionnels de votre métier afin d'appréhender l'environnement de votre secteur d'activité, mais aussi avec des gens partageant les mêmes passions que vous. Cela vous permettra d'amorcer votre future vie sociale. Avant de partir, prenez également le temps de perfectionner votre anglais, une vraie valeur ajoutée dans vos contacts. La différence qui interpelle, c'est que souvent, les Français arrivent notamment pour ce qui est de Montréal en disant qu'ils parlent anglais. Donc ils viennent, ils passent des entrevues pour des emplois, etc. Et quand on leur demande, on leur pose des questions en anglais, comme ils avaient dit qu'ils parlaient anglais, souvent l'anglais est très rudimentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui, le niveau n'est pas bon. Donc généralement. Donc le problème du français, c'est qu'il pense qu'avec le niveau d'anglais qu'il a, il va pouvoir fonctionner de façon très facile ou avoir un emploi très facilement. Donc cette différence-là peut s'avérer être un handicap. Donc le gros conseil, ce serait de prendre un vrai cours d'anglais ou en tout cas en arrivant, de prendre des cours de conversation. Il y a des écoles qui font ça et en très peu de temps, on peut parler d'une façon beaucoup plus courante en anglais. Donc ça, c'est super important pour l'intégration. Je pense que c'est un des points clés aussi, surtout pour Montréal. Il est également primordial de réseauter, de parler de votre projet autour de vous, à la famille, aux amis, afin de provoquer les opportunités. Exploitez également LinkedIn. Apprenez les techniques de réseautage à la canadienne. Soyez dans le donnant-donnant, l'échange. Il peut arriver que vous échangez avec quelqu'un et ces personnes-là ont prévu l'été prochain un voyage en France, pourquoi pas leur donner quelques conseils également. Donc, le réseautage, c'est vous qui en êtes l'acteur. Évitez d'être dans la position où vous posez plein de questions, des questions fermées et que vous vous attendez que votre interlocuteur soit l'acteur des prochaines actions. Transformez ça en fait que vous êtes l'acteur et vous reprendrez contact avec eux et vous les tiendrez au courant au fil du temps parce que c'est un projet de vie, donc étape par étape, mais le réseautage est essentiel. Une fois sur place, prêtez une grande attention à l'interculturel et aux différences qu'il existe entre les Français et les Canadiens. À ce titre, une émission programmée le 13 mars à 17h30 heure de Paris est consacrée à ce thème. En ce qui concerne le permis de conduire, sachez que les règles diffèrent d'une province à l'autre. En règle générale, le permis de conduire français est valide 3 mois sur le territoire canadien. Attention, le permis français n'est valable au Canada que pour les personnes en visite temporaire dans ce pays, les touristes. Les personnes qui souhaitent s'installer au Canada doivent passer le permis de conduire valide dans la province de résidence. Alors, si on veut passer le permis de conduire au Canada, en tant que Canadien ou en tant qu'étranger, en tout cas en tant que Français qui émigre ou qui vient travailler au Canada, il faut pouvoir prouver qu'on a une autorisation de rester sur le territoire pendant au moins 6 mois. Après, on peut obtenir un permis entre 2 et 3 ans. Il faut passer des cours, il faut passer du théorique, du pratique. Globalement, avant de l'avoir, ça prend à peu près 2 ans. Les permis de conduire au Canada sont pour la plupart graduels. Autrement dit, il est possible de conduire rapidement au bout de très peu de leçons de conduite, à condition d'être accompagné. Il faut en moyenne compter 2 à 3 ans pour obtenir le permis complet. Ce système est à rapprocher du dispositif français du permis probatoire. Côté coût, comptez seulement 200 $ canadiens, puis tous les ans à la date anniversaire de l'obtention, 85 $ ou plus pour le renouveler. La raison, l'assurance gouvernementale. Le principe, moins il y a de points sur le permis de conduire qui en totalise au départ 15, plus la contribution est élevée. À noter, certaines provinces pratiquent l'échange de permis de conduire B français contre le permis local par voie administrative, telles que l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Québec et la province de Terre-Neuve et Labrador. Il existe également le permis international qui est un document très facile à obtenir en préfecture et gratuit. Il constitue une traduction du permis français à l'international. Il est obligatoire de voyager avec son permis français en plus du permis international. Le permis international est valide 1 an au Canada dans toutes les provinces. Pour acquérir une voiture,
il vous faudra passer chez le concessionnaire, le site de référence au Québec, www.guideautoweb.com. Pour un VUS, comptez minimum 30 000 $ net, tout compris. Maintenant, si vous résidez déjà au Canada et que vous souhaitez passer vos vacances en Europe, sachez que vous pouvez bénéficier de la formule TT ou le transit temporaire, qui est une location de voitures neuves proposée uniquement avec toutes les assurances collision et vol du véhicule sans franchise. Au niveau du rapport qualité-prix, cette formule de l'achat-rachat est très complète puisqu'elle inclut notamment les voyageurs additionnels, GPS, crevaison, etc. C'est uniquement les constructeurs français qui offrent cette possibilité-là ou cette façon de louer une voiture. Le touriste, le non-résident européen, a le droit de louer un véhicule neuf qui vient directement de chez le constructeur. En l'occurrence, à Montréal, nous représentons pour le Canada Renault, Dacia et Peugeot. Avec la formule TT, libre à vous de choisir le modèle de véhicule, sa carburation essence ou diesel, sa motorisation manuelle ou automatique. À noter également, l'assurance incluse couvre 42 pays en Europe et donc permet une grande mobilité. Cette émission touche à sa fin. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur le coût de la vie au Canada, n'hésitez pas à regarder l'émission consacrée à la vie pratique, partie 2, où tous les thèmes liés à l'argent, impôts et financement seront traités. Concernant les frais liés à la santé, une autre émission leur est entièrement consacrée. Ces deux émissions sont à voir ou à revoir sur le site des 24 heures chrono 2018, spécial Canada. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris, et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.